Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Dans notre quotidien, toujours à l'affût de la moindre information pour notre développement et notre bien-être, vous avez sûrement tous entendu, vu, lu, écouté le mot chamanisme. Mais qu'est-ce que c'est le chamanisme? D'où ça sort? Quelle est son interprétation? Pour parler un petit peu plus en profondeur de cette appellation, de ce mot si commun et pourtant si inconnu, j'ai la chance et le privilège de recevoir Patrick Daquet, président de l'association Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales, mais également auteur, formateur, initiateur, qui vient également nous parler de son tout dernier livre, L'histoire d'un homme ordinaire qui devint chaman celte, aux éditions Vega Trédaniel. Bonjour Patrick. Bonjour. Tout d'abord, merci infiniment d'être là, à mes côtés, dans ce studio. C'est un grand privilège pour nous de te recevoir. Première question, qui est sûrement la question que tu as le plus entendue, qu'est-ce que le chamanisme? Pour faire court, le chamanisme, c'est une sagesse qui est liée aux traditions ancestrales, qu'on appelait avant les peuples premiers. En fait, les peuples premiers, ça ne veut rien dire, on est tous peuples premiers, y compris les Blancs, sauf que nous, on l'avait oublié. Mais c'est une sagesse ancestrale qui a été véhiculée depuis des millénaires, on peut dire, sans varier. Alors, évidemment, le mot chaman est devenu un peu à la mode, ça vient de Sibérie, le mot chaman. Ça veut dire d'ailleurs l'homme parfait, quoi. D'ailleurs, ce sont des racines indiennes, le sanskrit. Ça, les gens l'ignorent. Mais peu importe. Ça, c'est un nom qui vient de Sibérie et qui est donné à des hommes médecine qui ont les mêmes valeurs que tous les hommes médecine de la planète. Alors, évidemment, maintenant, c'est devenu un peu populaire, un peu trop à mon goût, parce que il y en a beaucoup qui se disent chaman parce qu'ils ne savent pas comment se définir. C'est pas nécessairement les chamans parce qu'il faut être vraiment lié à une lignée, à une tradition. Le chaman est porteur de la sagesse et de la mémoire. C'est pas un guérisseur. Alors il l'est bien sûr, mais ce n'est pas que cela. Il est guérisseur, il est porteur de sagesse, il est aussi un homme très ordinaire qui vit dans sa communauté, qui est reconnu par sa communauté, qui a une fonction, mais qui ne vaut pas plus que les autres fonctions qu'il y a dans une communauté. Mais toi-même, comment est-ce que tu peux te définir? Et moi, je suis un déo-celte. Qu'est-ce que ça veut dire déo-celte? Déo, ça veut dire chêne en breton. Ça s'écrit derve, D-E-R-V-E. Et ça signifie, ça véhicule le guérisseur traditionnel qui est porteur de la sagesse. C'est une sorte de druide solitaire, ce qu'on appelle couramment aujourd'hui, d'une manière un peu vulgaire, un chaman. Parce qu'évidemment, en Bretagne, il n'y a jamais eu de chaman. C'est un mot que personne ne connaissait. Mais aujourd'hui, c'est devenu un peu un label qui regroupe des valeurs très très profondes. D'ailleurs, ça a été consigné dans un manifeste qui s'appelle le manifeste du chamanisme, où 40 personnes ont défini quelles étaient les valeurs qui permettaient de dire c'est un chaman. Alors les valeurs, les sagesses, et entre autres, il y a ce que je vous ai dit là par rapport aux lignées, mais vous allez aussi retrouver, va se référer aux valeurs de la non-hiérarchie, etc. Bon, il y a une vingtaine de pages à peu près qui définit très clairement ce qu'est un chaman. Mais le mot chaman est un peu embarrassant parce qu'il veut tout dire et rien dire, mais on va quand même l'accepter pour la facilité de notre conversation. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne veut pas être chaman seul dans son appartement. Il faut être lié à une lignée et on est choisi par une communauté et c'est une fonction et qui passe aussi par des plans initiatiques dans l'horizontal et le vertical. Donc ça demande beaucoup de paramètres. Et on ne peut pas être chaman vraiment en s'auto-déclarant soi-même chaman. Tu parles d'initiation, un petit peu comme des rites, finalement, de passage? Oui, il y a des rites de passage, et puis surtout, il y a des enseignements qui sont très longs, par une lignée. Il y a l'enseignement horizontal, c'est par les humains, vertical, c'est évidemment entre les mondes visibles et invisibles. Et il faut se tenir au milieu pour être bien dans l'équilibre. Et si on n'est pas initié dans l'horizontal, ça ne fonctionne pas. Et si on n'est pas initié dans le vertical, ça ne passe pas non plus. Alors le chaman celte, finalement, c'est quoi? C'est un mélange de différentes cultures ou quelque chose de bien défini? Mais c'est un déo-celte, c'est très défini. Il y a une sagesse celte. Et le déo, il est initié dans la matière par des anciens. Donc il est dans une lignée. Moi, ma lignée, c'est la lignée de Softa. Ça veut dire celui qui connaît et qui mange la terre, en celte, en vieux celte. Et c'est une lignée et qui se transmet comme ça de génération en génération.
et dans le monde visible et invisible à la fois. Donc le druide, ça s'apparente véritablement à un transmetteur d'informations. Alors il y a le druide, solitaire, qui est ce qu'on appellerait un chaman, et il y a le druide sacerdotal qui serait plus un prêtre, et qui est dans le monde avec une hiérarchie, l'archidruide, le druide, les degrés et tout, alors que ce n'est pas le cas pour le druide solitaire. Donc il y a le druide solitaire, le druide sacerdotal, c'est le druide solitaire qui s'apparente plus à un chaman. Plus récent, non, il me semble. Ah bah le mot chaman, c'est récent. Ça fait, il y a 30 ans, on aurait dit chaman. Hein. En Bretagne, personne ne connaissait, même il y a 20 ans. Il y a eu une accélération là, ces 15 dernières années, j'y suis pour quelque chose aussi. Maintenant, je m'aperçois que ça m'échappe un peu, ça va trop loin. C'est pour ça que ce mot est embarrassant. On va l'accepter pour que vous qui nous écoutez puissiez comprendre quelque chose. Donc en tant que druide chaman, on peut dire ça comme ça ? Non. On va trouver un nom autre, homme médecine. Voilà. Homme médecine. Ouais, voilà. Ça c'est bien parce que c'est universel. C'est très amérindien quand même comme appellation. Oui, médecine man, les Amérindiens. Oui, mais c'est neutre. Parce que en Corée, on appelle ça des mudangs. Enfin, il y a des noms. Au Japon, c'est encore d'autres noms. Dans le monde entier, chacun a son nom. Nous, c'est Déo. Si vous dites Déo, les gens vont rien comprendre. Alors, il y a un label qui regroupe un peu tout ça, qui s'appelle chaman. Alors, on va accepter chaman. C'est le fourre-tout. C'est le fourre-tout. C'est le fourre-tout. Je suis un chaman celte. Confirmé, affirmé et validé. C'est ça ? Ouais. Ça me plaît qu'à moitié, mais on va accepter le mot chaman. Pourquoi qu'à moitié ? Et parce que ce mot chaman est tellement mal utilisé que on en était fiers il y a quelques années. Aujourd'hui, ça devient embarrassant. On a envie de retrouver notre nom originel. Mais j'accepte le mot chaman aussi parce que ça permet de communiquer. Alors, allez, on va dire chaman. On va dire chaman. Mais je suis content d'avoir fait cet avertissement. Donc, en tant que chaman, tu as commis un dernier livre, parce que tu es à l'origine de beaucoup d'autres romans. Oui. Ce dernier qui s'appelle « Histoire d'un homme ordinaire qui devint chaman celte », aux éditions Vega et Daniel, qui est sorti au mois de septembre 2022. Oui. Et dans ce livre, justement, on y retrouve, dans ce roman, je précise, on y retrouve des bases d'une démarche collective, parce qu'il s'agit là d'un groupe de personnes qui s'initient ou qui est initié par un druide, un chaman, un homme de sagesse. Oui, Gwen Creash. Gwen Creash. Alors je te laisse prononcer le mot pour éviter justement qu'avec mon accent lamentable, je ne l'écorche. Et je vais dire juste Gwen, si Gwen, ça ne te dérange pas. Gwen, ça veut dire blanc. Gwen, qui est le fil conducteur des différentes étapes que vont traverser ces 4 personnes, donc Yves, Marguerite, Georges et Paul, Bravo. Pour ne pas les citer. Je me rappelle. J'ai bien lu le livre. C'est rare. Je confirme à tout le monde, j'ai bien lu le livre jusqu'à la fin. Mais je ne dirai pas la fin. Ah non, surtout pas. Dans cette démarche, le livre commence déjà à Madagascar. Oui. On est dans un environnement un petit peu sombre. Oui. Dans ce vaudou, cette sorcellerie noire, si on peut l'appeler comme ça, la démarche des peurs. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Eh bien, on retrouve dans toutes les traditions le travail sur les peurs. Parce que dans les sagesses, la peur est l'origine de toutes les maladies. Donc, évidemment, on va faire face à ces peurs pour guérir. Alors, c'est un peu compliqué. Quand on nous met face à nos peurs, il y a quelquefois, on dit courage, fuyons. Hein. Donc là, il ne faut pas fuir. Et les actes initiatiques, souvent, c'est justement nous mettre dans des situations de peur et d'arriver à maîtriser, dépasser et sublimer même cette peur pour s'en débarrasser. Alors souvent, les peurs, elles peuvent être phobiques, peur des araignées, ces petites peurs, mais enfin, c'est pas petite peur pour ceux qui ont vraiment la phobie des araignées. C'est peur du vide, enfin, on met peur sur tout ça, vous imaginez toutes les peurs qu'il y a ? Eh bien, il faut savoir qu'il faut toujours aller où on a peur. Parce que c'est là qu'on va grandir et se guérir. C'est pas cool, hein, pour certains, ils se disent « j'ai pas envie, moi », ben si. Alors, les rites de passage sont toujours basés sur le travail sur les peurs. Et en l'occurrence, là, le héros, sa peur n'est pas une peur des araignées, comme tu le dis, mais une vraie peur par rapport à sa vie. C'est la peur de la mort. C'est la peur directe de la mort. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les anciens disent, en tout cas chez les Celtes, mais on va le retrouver partout, c'est que derrière toutes les petites peurs, il y a la grande peur qui est la peur de la mort. En fait, derrière la peur des araignées, finalement, il y a la grande peur qui est la peur de la mort. C'est l'origine de toutes les peurs. Donc le fait de travailler sur ces petites peurs nous permet de travailler sur la grande peur.
Et une fois qu'on s'est débarrassé de cette peur de la mort, eh bien, on peut dire, guéri. Hein, c'est-à-dire qu'on a une guérison de l'âme. Et après, on est débarrassé de tous ces obstacles que génèrent les peurs dans la vie. Parce qu'en fait, finalement, les êtres humains acceptent d'être des esclaves parce qu'ils ont peur. S'il n'y avait pas de peur, ils seraient dans leur souveraineté en permanence. Ils ne se feraient pas manipuler par ceux qui veulent les manipuler, car quand on veut manipuler, on crée une peur et on dit « Ah, mais attention, je suis là pour vous éviter la peur ». Les assurances le font très bien, ça. On crée une peur et on se fabrique à être celui qui va être le paravent de la peur qu'on a fabriquée. Et on prend le pouvoir comme ça. Mais justement, on va revenir au livre. Notre héros, donc ton héros, en l'occurrence... Yves Bourrice. C'est un peu ton alter ego. Yves, c'est le prénom de mon père et Bourrice, le nom de ma grand-mère, le nom de famille de ma grand-mère. Effectivement, il y a beaucoup de moi dans ce livre. Mais j'ai voulu avancer caché. C'est raté parce que je viens de le dire. Mais en fait, dans ce livre, je parle beaucoup de moi, de mes expériences, de ma vie. Et en tout cas, pour l'Afrique, la Madagascar, sachez que tout ce qui est écrit est vrai à 100%. Après, il y a des choses qui sont romancées, sublimées. Là, ce n'est pas sublimé. Je sais que quand vous allez lire ça, vous allez dire « Ah mais quand même, c'est incroyable cette histoire ». Oui, je l'ai vraiment vécu. Je n'en dirai pas plus, comme ça vous allez avoir envie de lire le livre. En plus donc de cette évolution, de cette démarche face aux peurs, notre héros est sur une introspection dès le début du livre. Oui. Il est sur des questionnements, c'est sa place dans la société, quelle est-elle? Ce qui est magnifique, chez nous les humains, on est 7 milliards, ou peut-être 8 bientôt, on a dépassé. On les a dépassés. On va être 8 milliards. Il y a 8 milliards de scénarios différents. Et ce livre, il est à l'image de toutes les histoires de vie des 8 milliards. C'est-à-dire que, évidemment, il y a le cantonnier très humble dans son village, il y a celui qui est la grande star qu'on voit partout sur les médias, mais en fait, il y a le milliardaire, il y a le SDF, mais en fait, tous nous avons un scénario de vie sur mesure et qui ne ressemble à aucun autre scénario. Je suis émerveillé de toutes ces synchronicités, de tout. Je ne sais pas qui fabrique ça, mais alors il est balèze. Hein. Peut-être qu'il n'y a personne, hein, c'est le hasard. Mais en attendant, c'est troublant. Et tous, nous avons une vie faite sur mesure pour nous faire évoluer, nous faire avancer. Même si des fois c'est redoutable. On se dit, mais comment c'est possible? Je prends un exemple très brièvement. J'ai rencontré un maître indien qui est né dans la banlieue de Calcutta, dans le monde des intouchables, c'est-à-dire la dernière caste la plus humble, et il est né cul-de-jatte. Il n'avait plus de jambes, plus rien. Donc, misérable dans les bidonvilles et sans jambes. Vous savez pas me dire, selon les Indiens, c'est pas un karma formidable. Hein. Et il affirmait, puisque c'était devenu un maître incontesté et vénéré et honoré, donc vous voyez un peu l'itinéraire, et il disait que c'était bien plus difficile de se réaliser quand on est né dans une bonne famille, riche, en pleine santé, et beau, et avec tout l'argent qui est nécessaire. Parce qu'il dit, qu'est-ce que c'est difficile de s'en sortir quand on a... Donc, les apparences sont trompeurs. Lui, alors il y a plein de cul-de-jatte qui vont se détruire et qui vont ne pas accepter cette situation. Et lui a sublimé, a atteint l'éveil en ayant tous ces handicaps de départ. Donc, toutes nos vies ont un scénario qui nous est fait sur mesure. Et on ne le voit pas, on ne le sait pas, pour la majorité d'entre nous, mais c'est une merveille, c'est fait pour nous faire avancer. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une sagesse qui dit chez les Celtes, qu'on retrouve partout ça. C'est quand on ne veut pas comprendre par la sagesse, eh bien l'univers, avec beaucoup d'amour, nous le fait comprendre par la souffrance. Alors petite quelquefois, de plus en plus grosse, si on ne veut pas entendre, comme une maman qui veut sortir son bébé du... Sors du bébé, le bébé ne veut pas sortir, il barbote dans l'eau. Sors mon chéri, sors, non. Puis à un moment donné, la maman a dit, bon ça va maintenant, elle le prend, elle le sort du bain. Elle a grondé un peu la voix, pas méchamment quand même, mais elle aime son fils. Ben, la vie est pareille, des fois elle nous gronde un peu, et de plus en plus gros, ça peut aller jusqu'à la mort. Donc il y a une nécessité de comprendre et honorer aussi toutes les épreuves les plus terribles, car ce sont souvent ces épreuves qui vont nous faire avancer. Eh bien ce livre, c'est cela, pour faire court. C'est un livre qui, à mon avis, est de portée universelle, dans le sens où, comme les livres de Castaneda, c'était formidable, toute cette équipe-là, je ne sais pas si vous avez lu, j'adorais, moi, j'ai tout lu. Et bien, ce livre, c'est un peu ça, ces personnages,
qui avancent, confrontés à leurs propres ombres, à leurs propres fantômes, et qui vont avancer. Alors, voilà ce que je peux dire, c'est que c'est une histoire universelle, et mon histoire est universelle, comme la vôtre d'ailleurs, comme celle de nos amis qui sont dans le studio. On a tous une histoire qui est universelle. Tu es un autre moi-même, disent les Mexicains, quand ils se parlent. Eh bien, nous sommes tous des autres nous-mêmes. Et ce que j'aime dans les pratiques traditionnelles, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie entre la roche, l'arbre, l'animal, l'humain, mais que nous sommes tous une manifestation d'un tout, d'une même origine, avec des qualifications différentes, mais il n'y a aucune hiérarchie, nous sommes simplement sur des plans et des vibrations différentes. Cette sagesse-là, qu'est-ce que vous voulez, elle m'a changé ma vie, quoi. Ça me permet de voir le monde tellement différemment. Eh bien, c'est ça mon livre. C'est communiquer toutes ces sagesses d'une manière festive, joyeuse, parce qu'il y a quand même une histoire, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous allez vous reconnaître. Et en effet, l'avantage de ces différents personnages, qui sont tous assez hauts en couleur finalement, permet à chacun de pouvoir retrouver un petit peu sa vision, sa perception des choses. On a autant un homme médecine amérindien qu'un médecin belge, qu'une professeure de musique, oui. Et un homme qui est un peu paumé dans tout ça. Ancien chef d'entreprise, voilà. Enfin chef d'entreprise, qui a réussi brillamment. Et qui a eu envie d'autre chose. Oui, enfin la vie l'a un peu... Et puis la vie l'a... Et puis une rencontre. L'a obligé, puis toutes ces rencontres, puis à un moment donné, il a eu une épreuve terrible. Alors, tous ces personnages, là, au moment où vous en parliez, ça m'a touché parce que c'est des gens que je connais. Je les ai pas inventés, en fait. La vérité, c'est que j'ai changé leur nom. Si je vous disais le médecin, il est très connu, sauf qu'il n'est pas belge, mais je ne vous dirai pas quel pays, parce que j'ai brouillé les pistes. Paul, c'est bien de garder un petit peu de légèreté. Paul existe vraiment, enfin, tous les personnages. Marguerite aussi, bien sûr. Voilà, donc, écoutez, lisez-le, vous verrez, puis je serai content d'en parler avec vous, chers auditeurs. Il me semble que tout le monde va lire un peu son propre histoire. Et en effet, à ces 4 personnages, il leur arrive quand même des choses assez incroyables. Oui. Qui peuvent sortir un peu de l'entendement, oui. de la cohérence dans laquelle nous sommes habitués dans notre civilisation bien carrée, bien ancrée, bien lissée. Oui. Et tout ce merveilleux qui les entoure, dans ces initiations, dans ces découvertes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Mais ce qui m'a intéressé, moi, c'est d'explorer le monde visible. Ça, c'est plus facile. C'est pas sûr que ce soit plus facile. Et le monde invisible. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir l'étanchéité qu'il y a entre les deux mondes, et qu'en réalité, cette étanchéité est toute relative, et quelquefois, elles peuvent se chevaucher. Encore une fois, la science, la physique quantique est venue à la rescousse de tout ça, c'est que aujourd'hui, on sait que ce n'est plus contestable, même par les matérialistes les plus militants, c'est que tout est vibration et ondulation, et que même cette table est une vibration-ondulation, est une énergie, et que la masse de toutes ces énergies crée un égrégore, etc., que tout est en résonance, enfin, c'est les bases de physique quantique que j'ai, je suis pas un scientifique, et qu'en réalité, la notion d'invisible est une sorte d'interface et de miroir du visible. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, quoi. C'est comme disait l'alchimiste Hermès Trismégiste. C'est-à-dire que, en fait, ce que nous faisons dans la matière se répercute dans le monde invisible, et réciproquement. Et d'ailleurs, chez les Celtes, ils le savaient depuis toujours, dans la spiritualité traditionnelle, c'est que quand on quitte nos corps, on va pas aller soit au paradis, soit je sais pas quoi, là, tout ça. On va simplement se retrouver dans les mondes invisibles, sur le même plan où nous étions dans la matière, au moment où nous mourrons. C'est ce que nous ne faisons pas dans la matière, nous allons le retrouver dans le monde invisible. Alors ceux qui se suicident en disant, voilà, je quitte ce monde parce que c'est trop insupportable, vont retrouver la même chose dans le monde invisible. Donc ça veut dire que la seule finalité possible de l'incarnation, c'est de faire le mieux possible dans son incarnation, parce que moi, j'ai pas envie de retrouver là-haut des choses que je n'aurais pas réglées en bas. Et tout est en interférence. Et je trouve à la fois que c'est rassurant, parce que cette dualité de la matière, qui est si contestée par beaucoup de spirituels, et qui n'aspire qu'à une chose, c'est aller au paradis dans un monde hypothétique, eh bien, on s'aperçoit que la dualité, on est en permanence à rechercher l'équilibre et l'harmonie, et que c'est la dualité qui nous le permet, et loin d'être une tare, eh bien cette dualité nous permet de trouver l'harmonie, l'équilibre, ordo ab chaos, comme on disait dans le temps. Après le chaos, il y a un nouvel ordre,
Et après l'ordre, il y aura un nouveau chaos, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on monte. Mourir pour renaître, renaître pour mourir. Et c'est en fait magnifique, toutes ces sagesses originelles de savoir qu'on est là dans notre propre souveraineté et pouvoir, et que l'on peut tous, ici, maintenant, dans le présent, changer, évoluer, se guérir, avancer vers ce que les Indiens appellent l'éveil. Et on est sur Terre pour cela. Et il n'y en a pas un qui n'a pas toutes les possibilités d'y arriver, moins que l'autre ou plus que l'autre. On est tous en égalité sur ce plan. Même un être qui a beaucoup de qualités apparentes, d'éveil, de compassion, de tout ça, ça sera peut-être pas plus facile pour lui d'avancer, vu qu'il a déjà un bon background, que celui qui en a moins. On est tous en égalité sur cette terre, on a tous ces capacités d'évolution et de guérison. Et justement, là, tu parles de dualité qui va mener à cette unité ou qui mène à cette unité. Que dire à toutes ces personnes qui finalement cherchent à la gommer, cette dualité ? Eh bien, c'est le déni. C'est bien connu. Il y aurait un psy ici. On est toujours dans le déni de quelque chose qui pourtant est la chose la plus importante pour guérir. C'est le déni. Ça ne les intéresse pas. C'est facile de rejeter cette dualité en décollant, en n'étant pas incarné, en refusant la matière. C'est une sorte de fuite. Et eh bien, ils retrouveront cette fuite dans les mondes invisibles, puisqu'ils n'auront pas travaillé dans la matière, ce qui est en haut et ce qui est en bas. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. C'est pas moi qui l'invente. Toutes les sagesses sont unanimes sur cette planète. Ça fait à peu près 4 à 5 000 ans où justement cette information d'égalité, c'est à peu près cet équivalent dans les cultures chamaniques, druidiques ou pas ? Oui, on retrouve cela chez nous, mais aussi dans le monde entier. Moi, j'ai été émerveillé. J'ai fait 60 pays. Quand je dis j'ai fait, je suis allé dans 60 pays à la rencontre de traditions. C'est beaucoup quand même. Maintenant, je suis fatigué, j'en ai un peu marre. Ça n'empêche que je repars en Inde quand même en janvier, là, où j'ai rencontré des anciens, des grands-mères, des grands-pères. On dit grand-père, grand-mère dans les traditions chamaniques. Oui. C'est le respect. C'est parce qu'ils ont des petits-enfants. C'est parce qu'ils sont accédés à un niveau de sagesse. Eh bien, il y a véritablement des sagesses universelles, incontournables, qu'on retrouve partout. Pourtant, ils ne communiquaient pas. Donc, on peut se dire que ça, c'est des vérités. Eh bien, ces vérités-là, que nous venons d'énoncer, on les retrouve dans le monde entier. Alors, formule différemment. Un Coréen va parler différemment, un Indien, etc. Mais on va retrouver des sagesses qui sont universelles à notre humanité. Et celles-là, elles sont incontournables. Oui, nous venons d'une unité primordiale. On ne sait pas laquelle, parce que c'est une phrase, on ne sait pas ce que ça veut dire. Personne ne peut expliquer. Et on va retourner vers cette unité primordiale. Mais entre-temps, on doit régler les difficultés que nous rencontrons à travers la dualité. Et en effet, cette dualité sur Terre est déjà compliquée. Si plus on essaie d'aller à l'encontre de ça, on s'entrave complètement. C'est on voit dans le monde spirituel des êtres très décollés qui veulent fuir. Parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre ? Certains même croient qu'ils ont choisi le karma pour venir. Écoutez, ils peuvent le penser. Dans leur toute puissance, ils ont choisi le corps pour qu'on arrête avec ça. Il y a une grande part d'aléatoire. Selon les traditions celtiques, il n'y a pas de causalité. Nous devons expérimenter toutes les facettes multiples d'une même pierre qui brille comme un diamant. Et ce n'est pas nécessairement dans le bon ordre. Ce qui veut dire que selon les Celtes, il ne suffisait pas d'être gentil pour aller au paradis ou d'avoir un meilleur karma. Non, il fallait faire les choses pour les faire sans attendre aucun résultat. Arriver à être au service de l'œuvre, faire pour faire, sans attendre de quoi que ce soit. Avoir le geste sûr, l'amour sûr, l'attitude sûre et certaine. C'est beau, je trouve, c'est admirable. Moi, ça me touche énormément. Parce que c'est... Alors, je ne vous dis pas que c'est simple, mais j'y arrive un petit peu, mais pas toujours. Mais en tout cas, j'y tends. Et justement, tu rebondis sur une question. C'est à un moment donné, est-ce qu'on peut dire « j'y arrive » ou pas ? Ou ce n'est pas encore humain de pouvoir dire « voilà, j'en suis là, j'y arrive ». Si, moi j'y arrive assez souvent quand je me fixe un objectif. Maintenant, mon objectif, évidemment, n'est pas l'aboutissement. Mais je suis heureux d'avoir réussi mon objectif. Je pense qu'il faut se donner des objectifs. Et vous savez, quand je marche, moi je marche pas à pas. Eh bien, il faut savoir avancer pas à pas. Alors on y arrive. Quand j'ai fait un pas, j'y arrive.
Mais après, bon, l'objectif, c'est le grand mystère. Qui est capable de vous dire le grand mystère? Pas moi. Moi non plus. Donc, on fait ce que l'on est capable de faire avec ce qu'on est capable de comprendre et d'avancer. Il y a Rumi, vous connaissez peut-être, qui est un sage soufi. Il disait que tous les rayons menaient au même centre. Peu importe le rayon, mais quand tu es sur un rayon, va jusqu'au bout et va au centre. C'est joli, non? C'est très joliment imagé, surtout. Ouais. Et ça ramène également à ton livre, où, au cours des différentes étapes, nos 4 personnages principaux, parce qu'il y a 4, voire même 5, avec Gwen, qui vont vivre, expérimenter différentes étapes d'initiation, et qui parcourent également un peu la France, si l'on peut dire. Oui. Ils sont un petit peu partout. Oui. Ces étapes d'initiation, quelles sont-elles? Est-ce qu'elles sont expérimentables pour la personne lambda, ou est-ce qu'il faut passer également par quelque chose en amont? Écoutez, c'est expérimentable par tout le monde, franchement, je crois. Mais pour donner quelques repères, dans l'initiation traditionnelle, il y a bretonne, celtique, il y a 3 cercles. Le cercle d'Abred, qui veut dire le monde visible. Le cercle Kogant, qui est le 2e cercle, qui est le monde invisible. Et le 3e cercle, qui s'appelle Gwenved, qui est le monde blanc. Et l'initiateur va vous dire, tu vas être initié au monde visible. Tu dois considérer que c'est la seule vérité qui soit, tout le reste n'étant qu'illusion, et totale illusion. Alors, bon, l'impétrant va expérimenter le monde visible, c'est quoi? C'est le monde de son émotion, le monde de son inconscient, le monde de sa psyché, le monde de la matière. Et en disant, voilà, c'est la seule vérité. Mais quand il a fini d'expérimenter le premier cercle, l'initiateur va lui dire, je t'ai dit que le monde visible était la seule vérité qui soit, sache que tu vas maintenant entrer dans le monde invisible, et celle-ci est la seule vérité qui soit. Et maintenant, tu vas expérimenter le monde invisible, en considérant que c'est la seule vérité qui soit à nouveau. Et l'impétrant va expérimenter tout le monde invisible, puisque c'est ce qui lui est demandé dans le monde de Kogant, et en sachant que c'est la seule vérité, avec tous les pièges qu'il y a, parce que dans le monde invisible, il y a autant de pièges que dans le monde visible. Donc il faut apprendre à les éviter. Ça vaut mieux pour sa santé psychique et physique et spirituelle. Et quand il va arriver à la fin de l'initiation, l'ancien, Gwen Crash, va lui dire, tu as cru que le monde visible était la seule vérité qui soit, tu as cru que le monde invisible était la seule vérité qui soit, sache que ces 2 mondes sont sur la même interface et sont les mêmes illusions qui se renvoient tel un miroir, les mêmes mensonges. Tout est illusion, tu vas pouvoir maintenant entrer dans la véritable vérité, et celle-ci c'est la vraie. Il n'y a plus d'image, il n'y a plus de pensée. Tu rentres dans le monde blanc où tout est vibration et ondulation. C'est beau, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on nous donne des objectifs avec des limités, en nous disant, mais occupe-toi que de ça. Mets toute ta puissance de psychique, spirituelle, émotionnelle dans cela. T'occupe pas du reste. Mais il y a des étapes multiples qui nous permettent d'accéder ensuite à l'éveil. Le monde blanc de Gwenved, c'est l'éveil. C'est être censé le monde des déos. Alors, excusez-moi, j'ai eu quelques bribes, mais j'en suis loin. Mais en attendant, c'est mon objectif. Alors, est-ce que tout le monde peut arriver à cela? La réponse est oui. Simplement sur d'autres plans. Tout le monde peut y arriver, mais chacun a son objectif, et chaque objectif est différent. Il y en a qui vont jamais être dans le monde spirituel, mais qui vont accéder à être des êtres d'une grande bienveillance, d'être au service, et qui vont pas parler de spiritualité. D'autres des êtres spirituels qui sont absolument infects dans l'ego spirituel et insupportable, qui se prennent supérieurs à tout le monde. Tous les cercles mènent au même centre. Parce que finalement, ça reste des expérimentations, ça reste des expériences. C'est des expériences qui ont pour mission de nous faire avancer et de guérir. Et est-ce que, dans tout cela, est-ce qu'avoir un objectif n'est pas une espèce de finalité? C'est une finalité, bien entendu, puisqu'on a un objectif. Mais évidemment, un autre objectif va se succéder, donc ça serait une autre finalité. C'est une continuité. C'est comme les marches d'un escalier, il faut monter marche par marche. Ça ne sert à rien de se projeter au dernier étage. C'est la marche que nous franchissons qui est la plus importante, puisque c'est l'instant.
Et ça, il faut le faire le mieux possible, comme les compagnons de Tour de France. Avoir le geste le plus intelligent dans l'instant présent et faire qu'on dégage de la matière ce qu'elle a de plus belle, de plus beau à nous montrer. On est au service de l'œuvre et c'est pas l'œuvre qui doit être à notre service. Encore une ou deux questions, si tu Oui. permets. Oui. Gwen, est-ce qu'il existe? Parce qu'il est fort sympathique quand même. Moi, je ouais. l'invite à manger quand il veut. Ah bah tu m'étonnes. Et oui, il existe. Il existe. Voilà. Il existe. Oui, il existe. Alors, il existe dans les mondes invisibles et il se retrouve quelquefois dans le monde visible à travers des personnes dont on n'imagine même pas. Je vous fais un aveu. Hier, j'étais à Périgueux et j'ai rencontré un prêtre qui s'appelle Christian, qui est le recteur de la cathédrale. Il existe vraiment en chair et en os. Et moi, je suis pas du tout catho, hein, on s'en fout, vous imaginez. Et il est venu vers moi, il est venu me parler, mais c'est incroyable ça. Et eh bien écoutez, on s'est pas quitté pendant 1h30. Et cet être formidable qui est vraiment pas du tout... il y a des dossiers avec la religion, moi. Hein. Et au-delà de ça, c'était un être magnifique. Où on a eu un vrai lien, on s'est échangé nos adresses, nos téléphones. On est des frères en humanité. Et à travers lui, il y avait une partie de Gwen qui était vraie. Il m'a donné des enseignements sans le savoir. Et moi, je sais que je lui en ai donné sans le savoir. C'est pour ça qu'il est venu vers moi. D'ailleurs, on s'est dit tous les deux qu'il n'y avait pas de hasard, mais que des rendez-vous. Eh bien, Gwen Créache vient à vous quand il y a une nécessité, à travers les hasards, que vous croyez être des hasards. Eh bien, c'était Gwen Créache qui vient vous voir, à travers une rencontre, à travers une situation. Alors, il y a des fois, vous serez au mauvais moment, au mauvais endroit, avec des mauvaises personnes. Ça va vous apprendre à ne plus recommencer, à faire le nécessaire pour plus être là. Et puis après, vous serez au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et vous rencontrerez Gwen Créache. Et pour parler de bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, ce week-end s'est tenu le festival chamanique. Oui, le festival du film chamanique. Le 4e festival du film chamanique. Une magnifique réussite, avec des moments magnifiques, merveilleux, de spiritualité, de contact avec tout le monde, entre les films et les cérémonies. Donc un très beau moment. Oui. Riche en vibrations, riche en énergie. Oui. Et avec une programmation excellente. Tout était réussi. Et je rebondis volontairement du chamanisme celte à notre bon petit Lot, qui ne faut pas l'oublier, est un département les plus fournis en dolmen. Et oui, j'ai appris ça. Et également, l'un des derniers bastions, ce n'est pas en Bretagne que Astérix a eu son dernier combat, c'est bien dans le Lot. Ouais. Un des derniers bastions celtes. Ouais. Est-ce que ça n'inspirerait pas peut-être le chaman celte qui est en toi ? Alors, mon côté chauvin, ça me plaît pas, ce que j'entends. Ah là, on est sur de l'historique, hein, on peut rien dire. L'histoire me rattrape et puis évidemment, c'est de l'humour parce que je suis tellement heureux de savoir que cette terre a gardé encore cette mémoire. Alors, la terre a gardé les mémoires, les roches sont là, les roches sont vraiment des antennes très importantes. On n'a pas le temps d'en parler, mais les mégalithes, c'est très important. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est que les humains se réveillent et puissent à leur tour être des menhirs debout sur cette terre du Lot. Alors moi, je me suis baladé en Cahors, j'ai vu beaucoup de gens branchés, hein, beaucoup de gens éveillés. Vraiment, je connaissais pas bien Cahors, je passais en voiture pour aller ailleurs. Là, je me suis baladé, j'ai fait des rencontres magnifiques, comme d'ailleurs hier à Périgueux, avec ce prêtre, Christian, avec ce recteur, le recteur de la cathédrale. Et non, vraiment, waouh, c'est chouette ici. Alors, venez en Bretagne et je vous assure que nous, on va venir dans le Lot. Et je pense que si on fait un petit appel commun, peut-être qu'un festival chamanique pourrait avoir lieu dans le Lot, ou même à Cahors plus précisément, en faisant un appel commun à l'espace et aux disponibilités, tout simplement parce que Cahors étant le point de départ de la route de la paix, ça pourrait peut-être inspirer quelques élus. Alors oui, mais alors il nous faut au moins 5-6 hectares. Appel à la candidature. 5-6 hectares, et puis d'avoir un espace, enfin bon, il y a des conditions. Mais s'il y a un espace, puisque le festival du chamanisme, nous l'avons arrêté pendant 3 années à cause du Covid, hein, bien entendu,
Festival du chamanisme, quand même depuis 15 ans, événement international de premier ordre, qui amène beaucoup en plus de monde. Et croyez-moi que le département de Charente était content parce que tous les gîtes étaient occupés, ça crée beaucoup de mouvements économiques. C'est fin avril, donc c'est pas une zone très... Donc s'il y a des élus qui nous entendent, contactez la radio, contactez... Contactez Antenne Doc, n'hésitez pas. Un festival chamanique dans le Lot, pourquoi pas? Avec le monde entier qui viendra chez vous. Sachant que le festival chamanique draine la démarche de la pacification, C'est de la l'unité. paix, sagesse et amour. D'ailleurs, je précise que sur les espaces où ont lieu les cérémonies, c'est à peu près 2 hectares. Interdit l'alcool est interdit, les cigarettes sont interdites, les portables sont interdits. Évidemment, tout produit illicite sont totalement interdits et qu'il n'y a pas d'alcool sur l'espace. On est extrêmement passif. Élus, renseignez-vous auprès de la préfecture de Charente, vous verrez, on est noté 20 sur 20. Donc voilà, encore une fois, j'invite tous les élus locaux, tous les élus lotois à éventuellement réfléchir à la proposition de Patrick Daquet, auteur, conférencier, initiateur, formateur, président de l'association de cercle de sagesse de l'Union des traditions ancestrales. Donc beaucoup de cordes à son arc, beaucoup d'informations. N'hésitez surtout pas. Et surtout, un homme ordinaire qui aspire à être encore plus ordinaire qu'il ne l'a jamais été. Et je vous rappelle à tous l'histoire d'un homme ordinaire qui devient chaman celte aux éditions Végatre et Daniel. Nous arrivons au terme de cette émission. Patrick, le mot de la fin? Merci à tous. Et puis, il y a une acclamation celtique. On dit toujours 3 fois « Awen, Awen, Awen ». Ça veut dire nous sommes reliés, nous sommes liés. Donc, que ce soit le Lot, la Tanzanie, l'Équateur, la Bretagne, tout ça n'est pas important. Nous sommes tous des frères et sœurs en humanité, gardiens de notre planète et gardiens des valeurs les plus élevées, afin que nos petits-enfants puissent retrouver une vie agréable. Je suis persuadé que dans les années qui vont venir, après avoir traversé les épreuves, nous allons rentrer dans un nouvel ère qui sera prospère, bienveillant, où les valeurs de l'amour reprendront leur place. Alors, Awen, Awen, Awen. C'était Daniel en compagnie de Patrick Daquet. Et je vais reprendre sur ce que vient de dire Patrick. Awen, Awen, Awen. Au revoir à tous.